Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans Inside News, République démocratique du Congo. Je suis Marcel, et je vous accompagne ce soir pour décrypter l'actualité de notre nation. Nous sommes le vendredi 24 octobre 2025. Au cœur d'une semaine décisive pour la nation, nos équipes ont enquêté sur les dossiers brûlants qui façonnent l'actualité congolaise. Des couloirs de l'Assemblée nationale au champ de bataille de l'Est. Des projets industriels pharaoniques aux défis sanitaires majeurs, notre mission reste la même. Vous offrir un aperçu clair et accessible des événements qui transforment notre pays. Ce soir, nous aborderons la bataille politique pour le perchoir de l'Assemblée, l'intensification des combats dans l'Est, le lancement historique de la cité industrielle de Maluku et la crise du choléra qui alarme les organisations humanitaires. Commençons par l'actualité politique. La scène nationale est actuellement dominée par une course au leadership à enjeux élevés au sein de l'Assemblée nationale. Parallèlement à d'intenses activités diplomatiques visant à garantir la paix et à attirer les investissements indispensables au développement du pays. La démission de Vital Kamerhe du poste de président de l'Assemblée nationale a déclenché une intense bataille politique au sein de la coalition de l'Union sacrée. Cette démission, intervenue alors qu'il était visé par une motion de destitution, a rendu la course au perchoir particulièrement urgente et a exacerbé les tensions internes. Plusieurs figures de premier plan ont officialisé leurs ambitions, transformant cette élection en un véritable test de cohésion pour la majorité présidentielle. Parmi les candidats déclarés figurent Christophe Mbosso, le prédécesseur de M. Kamerhe, et Aimé Boji Sangara, actuel ministre de l'Industrie, qui a été le premier à déposer officiellement son dossier. Le nom de Baudouin Maillot est également cité parmi les prétendants. L'Union sacrée a fixé la date limite de dépôt des candidatures à ce vendredi afin de présenter un candidat unique. La décision finale reviendra au président Félix Tshisekedi, en sa qualité de haute autorité politique de la coalition qui agira en dernier arbitre pour désigner celui qui portera les couleurs de la majorité. Sur le front diplomatique, la RDC multiplie les initiatives. La troisième session du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité est tenue à Washington les 21 et 22 octobre. Cette rencontre a rassemblé la RDC, le Rwanda, les États-Unis, le Qatar et l'Union africaine pour avancer sur la mise en œuvre de l'accord de paix. Et parallèle, le président Tshisekedi prépare avec l'ambassadeur de France la conférence humanitaire sur la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs, prévue le 30 octobre à Paris. Dans le même temps, Kinshasa s'apprête à recevoir la visite prochaine du prince héritier du Qatar, un signal fort de l'intérêt grandissant pour l'investissement en République démocratique du Congo. Ces manœuvres diplomatiques interviennent alors que la situation sur le terrain reste extrêmement préoccupante, notamment dans l'est du pays. Nous passons maintenant aux questions sécuritaires. La situation sécuritaire demeure un enjeu stratégique majeur pour la République démocratique du Congo. L'est du pays reste une zone de forte volatilité où les conflits armés continuent d'engendrer des conséquences humanitaires dévastatrices. La crise sécuritaire dans l'Est connaît une nouvelle escalade sur plusieurs fronts. Le 23 octobre, de violents affrontements ont éclaté dans la localité d'Irula, au nord Kivu, entre les forces armées de la RDC, soutenues par les milices Wazalendo, et les rebelles de l'AFC M23. Ces combats ont provoqué des déplacements massifs de populations civiles fuyant les violences. Dans le sud Kivu, l'usine d'extraction d'or de Twangiza Mining, sous contrôle du M23, a de nouveau été la cible de bombardements par drone. L'attaque est survenue alors que l'usine venait à peine de reprendre sa production après un premier bombardement une semaine plus tôt. Les frappes ont cette fois détruit les 2 mortiers métalliques utilisés pour l'extraction de l'or, forçant les travailleurs à fuir le site et paralysant entièrement l'activité. Les incidents impliquant des membres des forces de sécurité se multiplient, suscitant l'indignation et des appels à l'action. En Ituri,
un élève de primaire a été tragiquement tué et 2 enseignants agressés par des soldats des FARDC. La société civile locale a fermement condamné ces actes et a appelé les autorités judiciaires militaires à mettre fin à l'impunité. Face à ces dérives, le général Eddie Capend, commandant de la 22e région militaire, a lancé un appel solennel à ses troupes, leur recommandant la loyauté, la discipline et la fin du tribalisme au sein de l'armée. Parallèlement, une vague de braquages armés vise les commerçants dans le territoire de Chabunda, au sud Kivu, aggravant le climat d'insécurité pour les populations locales. Sur la scène continentale, la RDC a haussé le ton. Lors de la 85e session de la Commission africaine des droits de l'homme, le ministre congolais des droits humains, Samuel Memba, a présenté des images des massacres perpétrés dans l'Est. Il a dénoncé publiquement la cruauté du régime rwandais et a exhorté l'Union africaine à rompre son silence face à ce qu'il a qualifié de génocide en RDC. Des défis sécuritaires aux ambitions économiques. Alors que la monnaie nationale montre des signes encourageants de raffermissement, le gouvernement concentre ses efforts sur des projets d'infrastructure et d'investissement à grande échelle, conçus pour transformer en profondeur l'avenir économique du pays. Un accord historique a été signé entre le gouvernement congolais et le consortium chinois Sino-Congo Special Zone pour la construction d'une vaste cité industrielle à Maluku, à l'est de Kinshasa. Cette initiative représente un investissement total de 12 milliards de dollars. Le projet prévoit la création de 1200 unités industrielles et pourrait générer jusqu'à 150 000 emplois. L'objectif est de désengorger la capitale et d'en faire un pôle économique incontournable en Afrique centrale. Dans le même élan de développement, la construction d'un pont de 600 mètres sur la rivière Ubangi pour relier Zongo en RDC à Bangui en République centrafricaine a été confirmée, promettant de dynamiser les échanges transfrontaliers. La monnaie nationale connaît une performance positive notable. Le franc congolais s'est apprécié face au dollar américain, avec un taux officiel atteignant 2129,95 francs congolais pour un dollar le 17 octobre. Le président Tshisekedi a tenu une réunion de conjoncture économique pour s'assurer que ce renforcement se traduise par une baisse des prix pour les citoyens. Cette stabilité monétaire accompagne une offensive pour attirer les capitaux étrangers. La RDC a activement participé à la World Investment Conference et au Financial Times Africa Summit, où le ministre des Mines a lancé un appel aux investisseurs pour qu'ils explorent l'immense potentiel minier du pays, dont seulement 10% du territoire a été exploré à ce jour. Lors de récents forums à Kinshasa, 2 piliers de l'économie future de la RDC ont été mis en avant. L'énergie est considérée comme le moteur du développement, indispensable à toute transformation structurelle du pays. Parallèlement, le capital écologique de la RDC, avec plus de 150 millions d'hectares de forêt, représente une opportunité majeure. Les experts estiment que la création d'un marché national du carbone pourrait transformer cet atout naturel en une source de revenus durables pour l'État et les communautés locales. Notre focus se déplace maintenant vers les questions de santé. L'actualité sanitaire est marquée par le contraste saisissant entre une crise de santé publique majeure et des nouvelles encourageantes dans la lutte contre d'autres maladies. Médecins sans frontières a tiré la sonnette d'alarme face à une épidémie de choléra d'une ampleur particulièrement grave. Entre janvier et septembre 2025, plus de 58 000 cas suspects ont été enregistrés, causant plus de 1700 décès. Le taux de létalité, qui dépasse 3,0%, est jugé très préoccupant par l'organisation humanitaire. L'épidémie touche désormais 20 des 26 provinces du pays et les autorités sanitaires craignent une nouvelle aggravation de la situation avec l'arrivée de la saison des pluies. Face à cette sombre nouvelle, une lueur d'espoir. Dans la province du Kasaï, le dernier patient atteint du virus Ebola a été déclaré guéri et a pu quitter l'hôpital.
Cet événement a déclenché le compte à rebours de 42 jours avant la déclaration officielle de la fin de cette épidémie. Dans le cadre de la campagne Octobre Rose, de nombreuses initiatives de sensibilisation ont eu lieu à Kinshasa. Les femmes ont été encouragées à se faire dépister pour le cancer du sein et des séances de dépistage gratuites ont été offertes pour favoriser une détection précoce de la maladie. Ensuite, les développements dans la société et la culture. Ce dernier segment de notre journal est consacré aux nouvelles diverses qui nous parviennent des 4 coins du pays, un reflet de la vie quotidienne, des défis et de la richesse culturelle du peuple congolais. Le 21 octobre, des pluies torrentielles accompagnées de vents violents ont frappé le territoire de Malemba Nkulu. Les dégâts sont considérables, plus de 200 maisons, 5 églises et plusieurs écoles ont été détruites. De nombreux habitants se retrouvent sans abri et la société civile locale a lancé un appel à l'aide d'urgence pour venir en aide aux sinistrés. 2 événements culturels méritent notre attention. Premièrement, une exposition à Kinshasa met en lumière une facette méconnue de l'ancien président Joseph Désiré Mobutu. Elle présente 4 articles de reportage qu'il a écrits en tant que jeune journaliste entre 1957 et 1959, bien avant sa prise de pouvoir. Deuxièmement, l'Université de Kinshasa accueillera du 3 au 8 novembre la première édition du Festival du livre de la colline, FELICO. Cet événement culturel a pour objectif de promouvoir la culture de la lecture auprès des étudiants et de rapprocher le livre de la communauté universitaire. C'est ainsi que s'achève cette édition d'Inside News. Nous avons parcouru ensemble les événements qui façonnent notre nation. Des tensions politiques à l'Assemblée nationale au combat dans l'Est, des projets industriels ambitieux aux défis sanitaires urgents. Cette semaine illustre la complexité du Congo contemporain, un pays qui construit son avenir tout en faisant face à des défis immédiats considérables. Pour des informations fiables et vérifiées, n'hésitez pas à suivre nos programmes et consulter les canaux officiels de la République du Congo. Ne vous laissez pas induire en erreur par les sources non authentifiées. Bonne soirée à toutes et à tous, ou bonne journée selon l'heure et le lieu d'où vous nous suivez.